Bonjour, bienvenue sur Planète Wargame. Aujourd'hui, je me sers un format de vidéo qui est nouveau pour moi, une présentation d'armée. Car en effet, je me suis dit que ça pouvait être un très bon complément au rapport de bataille dont on entend faire le contenu principal de la chaîne. Désormais, reste à voir néanmoins si ça peut être mis en pratique pour chaque rapport de bataille. Car si aujourd'hui j'ai le luxe en quelque sorte de pouvoir m'auto-interroger, puisqu'il s'agit d'une armée que j'ai peinte moi-même, ouais, vous voyez, test technique en même temps, on va voir si le focus suit la manœuvre, eh bien ce ne sera pas toujours le cas. Parfois il s'agira d'interroger un visiteur qui sera venu disputer une partie au studio de Planet Wargame, et à ce moment-là, il faudra glisser ça dans la journée de tournage du rapport de bataille, ce qui ne sera pas chose aisée. Donc c'est un format que je veux, simple, rapide à faire, à tourner, rapide également à publier à la suite du rapport de bataille, donc sans montage idéalement. Et puis parce que c'est plus naturel aussi pour conduire des interviews, je trouve. Lorsque j'aurai des visiteurs, simple mais chirurgical néanmoins. C'est là où le test technique a son importance. Je veux voir si l'on peut observer les figurines sous toutes les coutures, de très près, sous tous les angles, à la volée comme ça, en attirant l'attention peut-être sur un ou deux détails qu'on ne pourrait pas montrer dans un rapport de bataille directement, sans en rallonger considérablement la durée. Et le focus a l'air de suivre la manœuvre à peu près correctement. On est pas mal, de près, de loin. Voilà, chirurgical disais-je, parce qu'il y a des gros plans qui ne pardonnent rien, vraiment à la hantise de tout Wargamer, mais je veux quand même faire passer éventuellement les visiteurs à cette moulinette, voilà, qui n'épargne rien, aucun des détails. Tous les défauts de peinture sont suramplifiés. Quelle angoisse! Mais au moins, on voit la chose telle qu'elle est. Voilà, la vérité nue, sans esthétisation cinématographique d'un rapport de bataille. Enfin, encore que ce soit bien un grand mot, parce qu'on ne le fait pas spécialement dans nos derniers rapports de bataille, mais enfin, de loin, bien mis en scène, un beau décor, ça peut pardonner. Là, on voit la peinture telle qu'elle est. Et ça permet de revenir dessus, parce que j'ai appris plusieurs choses intéressantes en faisant cette armée, finalement, qui pour l'instant est une petite armée, c'est un embryon d'armée, tout juste. On a 12 cabalites, 2 raiders, 6 motojets. Ça s'arrête là. Mais attention, c'est une armée que je compte bien étendre. Et d'ailleurs, ce sera mon projet de tout le mois d'août. Si vous voulez passer me dire coucou éventuellement pendant que je suis en train de la peindre, je serai en live tous les soirs sur Twitch de 18h à 20h du lundi au vendredi. Et c'est toujours sympa, bonne ambiance franchement dans ces petits lives. Un petit apéro du soir là, hobbyistique. Et très sympa. Quoi qu'il en soit, les leçons que m'a enseigné cette armée sont multiples. D'abord, l'existence d'une troisième voie entre le rétro et le nouveau, que je ne soupçonnais pas. En effet, au début, j'ai jeté mon dévolu sur les anciens Eldar noirs. Alors, évidemment, en partie, c'est une affaire de nostalgie consommée, vraiment sans complexe, mais pas que, c'est aussi parce que les sculptures de la première version des Eldar noirs me semblent mieux correspondre à l'idée que je me fais de ces Eldar noirs par rapport aux représentations plus picturales des illustrations de codex qu'on a pu voir précédemment. Et si, ma foi, j'ai rien à reprocher particulièrement à la nouvelle gamme que je trouve très jolie, côté Eldar noir. Je trouve que c'est vraiment des sujets qui ne sont jamais aussi beaux que dans les illustrations d'un David Gallagher. Ouais. Sublime, bordel. Mais c'est pas le seul, il y a aussi un autre dont on entend parler comme illustrateur, je crois que Dan Hensley ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement comment il s'appelle. Je crois qu'il y a sa signature sur l'œuvre suivante, donc ce serait parfait. Ah, évidemment, écriture de médecin, oui. Dan Hensley, un truc comme ça. Ah, ouais, s'il voulait que je prononce bien son nom, il avait qu'à l'écrire mieux. C'est ici, là. Ou Des Hanley, un truc comme ça. Enfin. Bon, en tout cas, on n'a pas fait mieux pour cette faction, vraiment. Mon empire pour cette illustration originale. Ce qui est pas... Il fait pas forcément une affaire. Mon empire, c'est pas grand-chose aujourd'hui. Enfin, quoi qu'il en soit, pour revenir à nos moutons, j'ai voulu rétro à la base, parce que j'aime bien l'ancienne gamme, les anciennes motojets, les anciens Serast, même les anciens cabalites, je les préfère. Y compris avec leur part de côté kitsch aussi, il faut pas se mentir. Et donc, je partais là-dessus initialement, mais je me suis aperçu quand même des limitations aussi des kits de l'époque,
passer, on va dire, passer l'étape de la nostalgie assumée, et du complément que pouvaient apporter aussi des kits plus récents, comme c'est bien illustré par cette figurine, ou pourquoi pas la sybarite précédente, où finalement je vais me servir dans l'ancienne gamme pour l'essentiel, mais je pioche ça et là, je ne me l'interdis pas, des petits éléments, les têtes, les visages découverts notamment, dans la nouvelle gamme. Je m'interdis même pas non plus d'aller chercher carrément dans d'autres références de figurines Games Workshop, comme par exemple les nouveaux gardiens Azuriani, qui contiennent pas mal de têtes découvertes intéressantes. Et donc, cette espèce de troisième voie entre le rétro et le nouveau, c'était pas le projet initial, mais en fin de compte, je me suis aperçu que c'est encore ce que je préférais. C'est-à-dire que le tout est pas de forcément en faire un délire turbo-hipster en ne jurant que par le vintage, mais de combiner en fait tout simplement à travers toutes les gammes, tout ce que j'ai sous la main finalement, les pièces que je préfère pour monter ma version préférée des Eldar noirs, et ça passe par du rétro, ça passe aussi par du nouveau. Voilà. Pour les Talos par exemple, si je compte en mettre pour l'instant le volet tourmenteur, les coteries, tout ça, c'est pas forcément l'axe principal de l'armée, mais si je compte en ajouter plus tard, pour des Talos par exemple, je ne m'interdis pas du tout d'utiliser les nouveaux plutôt que les anciens qui ont quand même moins bien vieilli, par exemple que les Sérastes, les Kabbalites, les Raiders. Enfin les Raiders, ça c'est au goût de chacun. Hein. Certains vous diront qu'il n'y a rien de plus immonde que ce que je suis en train de tenir entre les mains. Ce design est affreux, mais moi je l'adore, c'est comme ça. Enfin. Un deuxième d'ailleurs. Ensuite, deuxième leçon que m'a enseigné cette armée, c'est au niveau de la peinture. Lorsqu'on est perdu, et ce fut mon cas pendant la peinture, pendant mes tests de peinture en tout cas de ces Eldar noirs, lorsque l'on est complètement perdu, dépassé, eh bien, revenir à la base est salutaire. C'est exactement ce que j'ai fait. Au début, je voulais cette armée très rapide à peindre, avec un petit effet de manche magique qui trompe éventuellement celui qui la regarde en le laissant penser qu'on était sur quelque chose de spectaculaire visuellement, alors que ça devait être peint en 2 coups de cuillère à peau. Et pour ça, je comptais employer des encres, des contrastes, des choses comme ça, appliquées par-dessus une couche de peinture métallique. Or, il s'est avéré que ça ne fonctionnait pas du tout sur ces anciennes sculptures, notamment pour les petits Kabbalites de base. Pour les véhicules, il était possible de faire quelque chose, mais pour les Kabbalites de base, c'était une catastrophe. Finalement, ça tient surtout à... voyons voir... Cette surface-là, derrière. Voilà. Les épaulières Power Rangers, là, du démon. Moitié plate, moitié ronde. C'est terrible, c'est un cauchemar physique pour toutes les encres, contrastes, et même les shades. Ce genre de choses, en fait. Si on compte sur la gravité, là, pour le coup, c'est pas notre allié, hein, dans la peinture de ces figurines. Donc, voilà. Pas évident de violer les lois de la physique. Ceux qui ont essayé s'y sont cassés les dents, en général. Et donc, je ne fais pas exception. Je me suis vautré sur la plupart des modèles tests. Je pouvais parfois obtenir des résultats corrects sur une figurine, mais non reproductibles, en fait, sur les autres. Parce que ça ne coulait pas forcément pareil, parce que... les petits raccourcis, les petits même court-circuitages de méthodes de peinture, les petits hijacks que je visais pour les peindre rapidement, avec des couleurs métalliques, mais quand même très 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 saturées en couleurs. Je voulais vraiment soit un bleu électrique, soit un violet aussi très très saturé. Eh bien, ça ne fonctionnait pas. Et alors, qu'est-ce que j'ai fini par faire après 25 figurines test, comme ça à la louche, hein, j'en sais rien, qui étaient des essais infructueux? Eh bien, je suis revenu à la base. À plat, couleur mat, assombrissement, éclaircissement. Simple, bête et méchant. Pas spécialement rapide, du coup. Juste normal, finalement. Classique. Troisième découverte. Donc ça peut toujours être utile de revenir vraiment à ce qu'on maîtrise et ce dont on sait que c'est infaillible comme méthode quand
nos petits tours de passe-passe, nos petites astuces hobbyitiques, nos petits painting tricks sauce 2023, là, hop là, le focus a du mal à se faire, voilà, là on est bon. Quand nos petits effets de manche habituels ne fonctionnent pas, quand nos pouvoirs sont sans effet ici, eh bien on revient à la base, toute simple, bête et méchante, et en fait ça c'est garanti, voilà, ça fonctionne bien. Donc là, finalement, en termes de, comment dirais-je, méthode de peinture, ça a été très 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 classique, surtout pour les fantassins du coup. Pour les véhicules quand même, j'en traite une bonne grosse partie, là, tout le fuselage là, de cette motojet, de même que finalement l'essentiel de la surface d'un Raider, hein, à part la proue à l'avant. Tout ça c'est du noir avec un brossage à sec, Temple Guard Blue. Si on fait un brossage vraiment à sec, eh bien ma foi, on ne chope que les arêtes. Hein. J'aime bien les petits noirs bleutés comme ça, un petit effet nocturne, magique, mystique, propre, pas très réaliste, mais ça me plaît. Donc ça m'a permis de gagner du temps quand même sur la peinture de cette armée pour laquelle j'étais pressé, hein, finalement, d'avoir des résultats, étant donné que je devais faire à la suite, avec l'espagnol, une campagne de rapport de bataille à thème avec mes Space Marines. Donc, j'ai gagné du temps quand même sur la peinture des véhicules, là où j'en ai perdu sur la peinture des fantassins, soit par des tests, soit par tout simplement le choix d'une méthode traditionnelle, classique à la fin. Je regrette de ne pas les avoir collés là. Alors, voilà. Pour les socles, pareil, c'est temporaire, hein, c'était pressé par le temps, j'ai opté pour les socles classiques, contenus finalement dans les kits originels, qui ne sont pas sans défaut, hein, comme chacun sait, hein, très cassants et discrets car en acrylique transparente, mais brillants, donc finalement pas si discret que ça. Alors, ma foi, c'était principalement le gain de temps qui a motivé le choix de ces socles pour l'instant, mais j'exclus pas de les changer plus tard. On verra. Bien malin celui qui trouvera la formule secrète alchimique pour un jour faire une matière à la fois transparente et mate. C'est impossible, ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais, bon, on peut toujours rêver. Quoi qu'il en soit, ça c'est pour les leçons principales de peinture de cette armée, sachant que si à tout hasard vous en avez un sous la main et que vous vous sentez de taille à affronter un tel défi, vous pouvez essayer de vous frotter à nouveau à ces figurines des années 90, et je vous garantis que ce sera un exercice de peinture très intéressant, car tout ce que vous pensez avoir acquis comme méthode secrète, comme arcane de peinture fulgurante là, pour court-circuiter le processus long et difficile de peinture d'armée, eh bien, sera sans effet sur ces figurines-là. Elles ont une sculpture très particulière, ça ne paraît pas comme ça paye pas de mine, mais qui finalement rend inopérant les astuces habituelles. Et ça, il y avait des indices, pourtant j'aurais pu m'en douter, hein, après tout, j'avais vu une vidéo de Gooberton Hobbies, une bonne chaîne de peinture. Franchement, je partage pas forcément tout, mais pour l'essentiel, si vous avez déjà vu ce bonhomme là, voilà, tant mieux pour vous, sinon c'est une chaîne que je ne saurais que trop vous recommander pour la peinture. Il est très intéressant. Or, c'est un type qui touche sa bille, hein, quand même, en peinture, mais j'étais surpris de constater que, en se prêtant à l'exercice de s'affronter lui-même, on va dire, l'homme adulte face à l'enfant de 13 ans qu'il était, en termes de peinture, eh bien, la différence, le fossé, n'était pas si impressionnant que ça. Bon, celui du milieu, là, est-il besoin de le préciser, c'est une des premières figurines qu'il a peintes, hein. Et puis, les deux sur les côtés sont des figurines peintes beaucoup plus récemment, là. Donc, certes, il y a quand même une bonne différence entre les deux, hein, je dis pas, mais le résultat final des Eldar noirs peints récemment, de son côté, ne sont pas si renversants que ça. Or, c'est un très bon peintre, c'est pour ça que c'est un cas assez parlant. C'est un très bon peintre, vraiment, il sait de quoi il parle. Et là, il a beau avoir dégainé l'aéro
et employer ses meilleures techniques, de fait, à la fin, on n'est pas sur un résultat aussi impressionnant que ce qu'il peut sortir d'habitude. Voilà. Alors cela dit, c'est vrai que ça correspond au standard heavy metal de l'époque, après tout, son Eldar Noir fini, peut-être même presque légèrement mieux. C'est ce qu'on voyait de plus abouti dans, on va dire, fin 90-2000 dans les publications officielles. Donc pourquoi pas heavy metal sur 20 finalement, cet Eldar Noir là. Mais c'est pas si renversant que ce qu'il a l'habitude de produire. Eh bien, figurez-vous que c'est pas une petite baisse de banjo de son côté, à mon avis, ni imputable à quoi que ce soit d'autre, un délai de production de vidéos serré ou quoi. Non, c'est tout simplement que ces petits Eldar noirs là, comme leur apparence le laisse présager, qui s'y frottent, s'y piquent. Et je vous garantis que je fais moins le malin maintenant. Leur forme, leur sculpture, peut-être même le plastique sous-jacent là en dessous de tout ça qui est un petit peu différent de celui actuel. Enfin, il y a tout un faisceau d'éléments qui font que ce sont des figurines notoirement difficiles à peindre. Le brossage à sec ne fonctionne pas sur eux, c'est pas la peine d'y penser. Alors que, assez paradoxalement d'ailleurs, ça marche très bien sur les nouveaux qui sont des figurines très fines, très élégantes, etc. Mais une technique grossière comme le brossage à sec fonctionne à merveille sur les nouveaux Drukhari. Enfin, nouveaux, j'entends par là qu'ils sont sortis en 2010, mais bon, on va dire les nouveaux quand même. Tandis que sur ces Drukhari originels, eh bien, le brossage à sec est inopérant. Les lavis, ça peut passer, mais faut pas trop en demander. Contraste, encre, non, on peut oublier. Ça, on peut remballer tout ça. Donc, on en revient finalement aux techniques de base. Ces petites astuces qu'on peut avoir acquises entre-temps ne sont d'aucun secours ici. Ouais. Et c'est assez humiliant, je dois dire, comme exercice. C'est assez humiliant de s'apercevoir que finalement, soit on n'était pas si mauvais que ça en débutant à 10 ans dans les années 90, ou alors on n'a pas tant progressé, on est resté aussi mauvais, je sais pas, enfin l'un des deux, mais choisissez la solution que vous préférez, quoi qu'il en soit. Ce qu'il en résulte au final, c'est que on est obligé de revenir à la base, et là où on pensait avoir, comment dirais-je, opéré une évolution drastique dans son style de peinture, sa méthode, sa précision, etc., on s'aperçoit en revenant à ces figurines que pas tant que ça, c'était pas si simple. Et encore, je l'ai fait quand même avec les peintures d'aujourd'hui. C'est une chose. La plupart les deux gammes de peintures principales de l'époque n'étaient pas forcément aussi perfectionnées, abouties qu'aujourd'hui pour la figurine. Bon, si bien que ça a été une vraie petite leçon, cette histoire. Enfin, au final, je m'en suis tiré, je suis content, je les aime bien, mes figurines. Je pourrais vous parler un petit peu de leur lore, pourquoi pas. Bon, ça va, c'est rapide, ça va tenir en deux lignes. C'est pas le principal élément les concernant. On est sur une cabale de ma création, on va dire, même si c'est un bien grand mot, que j'ai décidé d'appeler la cabale... Comment je l'ai appelée déjà ? La cabale du souvenir améthyste. Ouais. Bon, c'est assez pourri comme nom, mais en même temps, c'est un nom de Drukhari, donc vous vous attendiez à quoi ? Ça, je me le demande. Parce que tous leurs noms sont bringues, mais vraiment, c'est d'un kitsch, sans complexe. Et vraiment, si bien que j'hésitais d'ailleurs à pousser même le truc, histoire d'échapper aux moqueries par la surenchère, mettre le curseur à 200%. Donc je pensais à un moment donné à cabale des griffes de serpent, enfin, faut que ça n'ait aucun sens. Cabale des ailes du tigre, un truc dans ce genre-là, histoire de vraiment pousser le délire. Inspiration très émo gothique, glam rock, années 80 kitsch, qui vraiment est au cœur de cette faction à ses origines, quoi. Bon, c'est ça finalement, les Eldar noirs à la base, des genres d'elfes noirs fantasy, mais sauce
Hellraiser, hard rock, glam rock, un truc semi-hybride. Bon, et finalement, j'ai opté pour Souvenir d'Améthyste. Alors pourquoi ? Parce que ça correspond plus à leur spécialité. Dans quoi est-ce qu'ils se spécialisent ? Dans le fait de conduire les spectacles de gladiateurs cérastes les plus spectaculaires qui soient. Et pour ce faire, ils ont besoin, pour leur culte céraste, d'être étroitement liés à une cabale afin de capturer partout dans la galaxie les spécimens les plus exotiques à faire entrer dans les arènes, afin de pouvoir récupérer les ingrédients des élixirs les plus raffinés pour leur drogue de combat, pour ce genre de choses, pour, bref, produire les meilleurs spectacles de Commorra. C'est leur ambition en tout cas, bien que loin de l'avoir complètement réalisé, parce que c'est une cabale encore assez récente et modeste dans son envergure, mais en tout cas, ils visent au moins ça. Voilà. Les meilleurs spectacles de gladiateurs de Commorra. C'est une quête, ils sont loin d'y être parvenus. Il y a un deuxième volet à leur lore aussi, c'est que eux-mêmes se font une haute idée d'une période dorée des Eldar Noirs où ils avaient un style qu'on ne retrouve pas dans les cabales modernes, et par conséquent, le spectacle, et se produisant essentiellement dans les arènes, mais se poursuivant aussi même sur les champs de bataille, lors de leur raid dans l'espace réel, eh bien, ils en profitent là pour arborer toute une panoplie d'anciens costumes, de répliques d'anciennes armures, de vieux modèles de véhicules, qui correspondent plus à leur goût esthétique, à peu importe le millénaire où ils situent ça, ça doit faire l'objet de querelles un petit peu entre leurs archontes ou tourmenteurs de temps en temps. Quelle est la meilleure période exactement pour leur peuple, là où ça correspondait à un genre d'âge d'or de l'horreur pour eux, avec le style particulier de design qu'ils vont avec, qu'ils assument eux-mêmes, hein, ça rejoint un petit peu comme ça le côté hors-jeu et dans le jeu en même temps. Ça conduit même leurs tourmenteurs à reproduire des clones plus ou moins réussis de certains personnages quasiment légendaires Eldar Noir, à leur prime, j'ai envie de dire. Drazar, l'élite, et même Cruelag. Ça va me permettre de les jouer en figurines, tout simplement, ces sublimes figurines métal là, qui sont incroyables, surtout pour les deux premiers. Hein. Ça va me permettre de les jouer, peut-être même avec leur profil de personnage spécial, ou avec un profil plus générique correspondant à leur équivalent, on va dire, normal, hein, une succube par exemple, pourquoi pas pour l'élite jeune, ou Cruelag, ou ce genre de choses. Et c'est tout simplement une excuse pour pouvoir jouer ces figurines métal que je trouve absolument sublimes, en plus d'être un thème pas inintéressant sur le fond, parce que je trouve que le petit semblant de truc... Bon ben voilà, moi, salut Jean Drazar, je suis juste une pâle copie d'un personnage historique à l'heure que mon créateur estime être la plus glorieuse de ce personnage, là où j'avais mon plus beau costume. Bon, les états d'âme qui peuvent aller avec sont pas tout à fait inintéressants, je trouve, dans le fond. On imagine un petit peu mélancolique quand même, potentiellement à ses heures perdues quand il est pas sur le champ de bataille, le faux Drazar ou la fausse Lélite, enfin ce genre de choses quoi. Et puis c'est un côté vraiment tout pour le spectacle que j'apprécie pour ces Drukhari, parce que il y a un aspect pour les espèces de génies bioalchimistes que sont les tourmenteurs, ils peuvent se permettre ce genre d'extravagance. Viens, on fait un Super Smash Bros mêlé IRL, en clonant en fait des personnages que l'on a toujours rêvé de voir s'affronter, ou revenir au temps de leur prime, ou un truc comme ça. On crée les petits match-up d'arène comme ça, que l'on a toujours rêvé de voir, puisqu'on peut se permettre de le faire finalement quand on est artisan de la chair, comme le sont les tourmenteurs. Voilà. Bien, ça c'est pour ce qui est de leur lore. Donc, ils capturent des esclaves ou d'excellents combattants, enfin des sujets intéressants pour leurs arènes, et puis ils ont un goût rétro eux-mêmes, hein, sont plutôt gens vintage, c'est pas les derniers non plus là-dessus. Voilà, c'est tout. Là-dessus, ça me donne des excuses parfaites pour jouer tout ce que j'ai envie de jouer, hein, tout simplement, hein, c'est ni plus ni moins que ça, enfin, pour
donner à l'armée le look que j'ai envie de lui donner, hein, celui qui m'est cher. Et sinon, qu'ajouter de plus? Oui, peut-être revenir un petit peu quand même sur le détail de la peinture. Au final, quand complètement perdu, brisé par les expériences de peinture infructueuses, pour faire de la peinture rapide, je suis revenu à la base, hein, finalement. J'ai opté tout compte fait pour le violet, pour un petit mélange particulier. Parce qu'il faut... Ah oui, troisième leçon encore, niveau peinture. Le violet, bon sang de bois, mais quelle couleur scélérate. C'est horrible. Le jaune et le blanc peuvent aller se rhabiller, hein, vraiment, puisque le jaune et le blanc, ça tient à quoi? Ça tient juste à bonjour, connaissez-vous la sous-couche blanche? Une fois qu'on connaît l'existence de la sous-couche blanche, le jaune et le blanc sont des couleurs tout à fait normales à appliquer. Hein. Bon, et puis, on pourra entrer un peu plus dans le détail, mais enfin, peu importe, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, en revanche, c'est le violet, et quelle saloperie! Il faut dire que on englobe dans un même sac, sous le nom de violet, toute une gamme de couleurs très différentes, qui vont du très froid au très chaud, et auquel on donne un peu le même nom, pour aller vite. Hein. Or, ça se comporte de manière tout à fait contre-intuitive quand on commence à essayer de vouloir mélanger des violets froids, des violets chauds, en tout cas, par exemple pour sa couleur de base et pour son éclaircissement, eh ben, c'est coton. C'est coton, les gars, pour pas avoir un truc qui sera pas trop tranché, pas trop déconnant comme éclaircissement, pas trop... qui ne jure pas trop. Et donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois quand même pour trouver la bonne méthode qui me satisfaisait, hein, personnellement. Je voulais à la fois un côté violet froid comme la nuit, mais j'adore le magenta également. Alors comment faire? Essayer de faire la jonction entre les deux, avec une couleur de base qui n'est pas si chaude que ça, hein. C'est du Phoenician Purple à la base. Ils sont d'abord recouverts d'une couche de Phoenician Purple. Autre problème des peintures violettes, le pouvoir couvrant est très dépendant, très aléatoire. Hein. Pas forcément si fou que ça, que ce soit dans la gamme Vallejo ou Citadel. Et du coup, il a fallu jouer là-dessus pour avoir mon Phoenician Purple très couvrant. C'est une peinture Games, hein, plutôt faite pour peindre les Emperor Children à la base, qui est très couvrant, mais derrière, le dégrader peu à peu vers un genre de magenta bien saturé, bien... Magenta, c'est un peu plus fuchsia, si vous voulez, c'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus rouge. Magenta, rouge, quoi. Bon, et ça, cette couleur finale, c'est le lipstick de chez Vallejo. Donc, je suis parti sur une base de Phoenician Purple. Après, je vais l'avoir éclairci, j'ai même plutôt assez largement recouvert la figurine d'un mélange de Phoenician Purple et de lipstick de chez Vallejo. C'est dans la gamme Nocturna chez Vallejo, hein, le lipstick. Et puis, au bout du bout, dernier éclaircissement assez large, on va dire, enfin avant-dernier éclaircissement assez large en pur lipstick, hein, c'est une grosse bande fuchsia qu'on peut voir par exemple ici, là, sur le côté de la lame, en bas, et sur les arêtes les plus proéminentes, les angles, les pointes, ce genre de choses. Là, on fait un tout dernier éclaircissement juste sur ces parties-là, avec du lipstick qui est mélangé à une couleur chair claire qui était le Kislev Flesh de chez Citadel. Donc je répète, hein, les peintures. Phoenician Purple, lipstick de chez Vallejo, puis enfin Kislev Flesh. Et il y a des étapes intermédiaires de mélange évidemment pour faire des éclaircissements un peu plus progressifs, encore que, voilà. Pour les assombrissements, c'est tout simplement des lignes de Black Legion, c'est une peinture contraste, Citadel, Black Legion, parce que je pouvais mettre 10 couches de Nuln Oil, ça n'y changeait rien, on ne distinguait pas spécialement dans les creux. La peinture de base, Phoenician Purple, est assez sombre, et le Nuln Oil ne suffit pas à marquer les creux suffisamment, même là je trouve ça un peu léger. Alors que pourtant, on est sur du Black Legion bien couvrant, bien mat, bien noir, ça reste léger. Pas évident d'assombrir cette couleur, pas évident de l'éclaircir non plus, mais donc je m'en suis tiré avec une méthode qui à la fin me satisfait, moi personnellement. Voilà. J'ai découvert plein de choses intéressantes sur le violet en peignant ça. Qu'effectivement il était important de prendre en compte soit la continuité, soit la volonté de faire un dégradé
d'un violet plus froid vers un violet plus chaud, ou inversement, pourquoi pas. Mais aussi que du coup, il y a un petit truc curiosité, juste anecdotique, on peut assombrir, pardon, excusez-moi, du violet avec du jaune. Ouais. Et de bien des façons, mais celle que j'ai essayée, parce qu'après avoir vu cette astuce sur la chaîne de Vince Venturella, je me suis dit, tiens, je vais comme ça, juste pour essayer, je vais rigoler. Un violet bien sombre, là, Nagarot Night ou Phoenix and Purple, je me souviens plus, un des deux. Un violet bien sombre. J'ai essayé de mettre de l'encre jaune, Valero, c'est une encre super jaune, super claire, super saturée. Encre jaune dans les creux, et bam, ça fait un filtre jaune, les deux couleurs complémentaires se superposent, tac, ça fait un violet plus foncé, presque noir. Ah, étonnant. Bon, enfin rien d'étonnant pour quelqu'un qui a sans doute un background artistique, on va dire, vraiment authentique, qui a fait les beaux-arts ou je ne sais quoi. Mais pour le peintre en figurine du dimanche que je suis, hein, le colorieur de figurines, c'est toujours assez étonnant d'assombrir une couleur foncée avec une couleur claire. Et puis, bien que je vois tout à fait la théorie, hein, les deux couleurs opposées, on va dire complémentaires, mélangées, ça paraît plus sombre, ça s'assombrit. Mais, ouais, avec de l'encre jaune, c'était marrant. Enfin, je m'en suis pas servi de cette astuce pour ce projet peinture, mais je l'ai expérimenté entre temps, donc je le partage, c'était rigolo. Et puis, sans ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ouais, la peau, bon, j'en suis pas mécontent, parce que ça c'est rapide à faire, j'ai voulu gagner du temps. La peau, c'est du Raisebone, c'est la couleur de la sous-couche, mais en peau, qui n'a pas du tout la même couleur d'ailleurs en fait en vrai que la sous-couche éponyme, puisqu'elle est nettement plus chaude, nettement plus couleur crème, nettement plus beige si vous voulez. Et du coup, je procède de la manière suivante. Sur la sous-couche noire, avant de passer du Raisebone tel quel, même si c'est une couleur assez couvrante, c'est pas non plus assez couvrant pour recouvrir du noir de manière uniforme en quelques couches seulement. Donc ce que je fais, c'est que je passe par un intermédiaire qui est le Celestra Grey. Tous les visages, ou les parties découvertes, toutes les jambes, là, les bras, sur les écumeurs, je les passe en Celestra Grey. Celestra Grey, si vous ne connaissez pas, c'est une couleur que je trouve magique chez Citadel parce que c'est The Great Equalizer, quoi. Ça remet tout à plat. C'est le pont entre le noir et le blanc. Et c'est génial. C'est une peinture toute veloutée, toute homogène, toute belle, toute mate, toute lisse, même pas très bien stockée. C'est un pot qui se conserve bien, étonnamment. Bon, bref, c'est comme ça. Et qui va faire ce pont entre le noir et le blanc parce que c'est à la fois ultra couvrant et en même temps une couleur claire. Voilà, c'est l'Celestra Grey, c'est un gris, hein, un peu clair, voilà. Mais du coup, je l'applique sur toutes les zones de peau, ce qui me permet après de mettre mon Raisebone, qui est beaucoup plus jaune, beaucoup plus chaud, beaucoup plus beige. Et de là, je pars tout simplement sur du Reckland Flesh Shade dilué, 50-50 avec du médium contraste, que j'applique partout. Ça va marquer les creux. Là-dessus, éventuellement, j'insiste sur une ou deux zones de creux en remettant du Reckland Flesh Shade que à cet endroit-là. Je sais pas si on peut le voir de plus près, là. Ouais, éventuellement. Bon, juste la jonction entre la jambière, on va dire, et la cuisse, je vais avoir mis une deuxième couche de Reckland Flesh Shade. Mais le pli de la fesse, là, par exemple, non, c'est pas la peine. Il faut pas trop le marquer non plus, celui-là. Donc, j'insiste juste un peu avec le Reckland Flesh Shade, et là-dessus, je repeins en Raisebone tout ce qu'il y a, comment dirais-je, d'exposé comme partie. Enfin, je tout, sauf les creux, finalement. Et éventuellement, j'éclaircis un dernier endroit, une dernière ligne, vraiment en blanc. Ça peut être le nez, typiquement. Le nez, le haut du front, les pommettes, ce genre de trucs. Voilà. Je mélange du blanc à mon Raisebone et là on est bon. Ça me fait un éclaircissement. Donc c'est assez rapide à faire. Hein. Je veux dire, la base, ça reste Raisebone au pinceau, Reckland Flesh Shade dilué, re-Raisebone et éclaircissement Raisebone et blanc à la fin. C'est peinard, hein. C'est pour... Vous voyez, ça pisse pas loin. Or, ça fait une peau pâle,
pas mal, plutôt convaincante. Et à la fin, ce dont je suis content, c'est le côté pour les visages. Alors, je sais pas si on en a. Hop, je vais prendre celui-là pour changer. Pour les visages, je me contente de mettre du Null Oil généreusement sur les yeux et les sourcils en même temps. Enfin, je tape sur les yeux assez large, quoi. Ce qui fait un petit effet maquillé gentiment autour des yeux. Je les imagine avec les yeux recouverts de colle. C'est principalement pour gagner du temps, on va pas se mentir, mais aussi parce que j'aime bien le look que ça fait. C'est assez simpliste, mais on voit que c'est des méchants, du coup. Beaucoup de maquillage autour des yeux égale méchant. C'est comme ça, c'est un langage universel depuis longtemps, je sais pas pourquoi, mais enfin. Et ben, ça fonctionne. Ça fonctionne, et surtout, ça me permet de gagner du temps à ne pas m'arracher les cheveux à peindre les yeux de chacune de ces figurines. Surtout que certaines des sculptures sont difficiles comme sujet pour lesquels peindre des yeux. Donc ça fait la magie, voilà, gentiment, sans perdre de temps, tout simplement. Après, tout le reste, sur le noir, bah, c'est comme pour les engins, hein, comme pour le Raider, comme pour les motos de jet, c'est du noir avec un brossage Temple Guard Blue, tout simplement. Pareil pour les cheveux. Sur les cheveux, j'insiste pas trop. C'est la seule différence. Le brossage Temple Guard Blue, je le fais tout léger. À peine perceptible, en fait, vraiment. Juste là où la lumière y reste posée, mais tranquille. Peut-être que c'est plus flagrant encore sur un truc comme ça. Ouais. Voilà. C'est assez vite fait. Mais ça va bien avec le violet, en fait, ces petites couleurs Temple Guard Blue, là, le genre de turquoise ou cyan. Enfin, ça va bien avec. Et donc ça permet d'être plus permissif sur l'application de la peinture qui est à l'arrache pour cette couleur-là, on va dire, où c'est que du brossage à sec des arêtes, hein, finalement. Voilà. Pour le schéma de couleurs, ce qui m'a servi de référence, c'est la sorcière elfe noire de Warhammer Battle. Pourquoi ? Parce que je trouve que tout y est pour aller droit au but, c'est-à-dire le violet là qui saute au visage, déjà, bon, la couleur un petit peu de la sorcellerie, et puis si on devait résumer les autres caractéristiques en un mot à chaque fois, bah, qu'est-ce qu'elle est finalement ? Celle-là, elle est brune, pâle, méchante. Ça se voit. Il y a un truc à la fois élégant, mais fondamentalement vicieux dedans. Et je trouve que c'est vachement bien d'avoir à sa disposition des armées de méchants presque parodiques. Vraiment de vrais méchants, et qui n'est pas forcément un lore très élaboré ou des subtilités vraiment qui se superposent comme autant de strates par-dessus là dans leur lore pour les complexifier. Non, juste, c'est des teignes, quoi. C'est des saloperies. Je voulais des elfes noirs du futur, finalement, ce que sont les Eldar noirs, fondamentalement. Et le côté elfe noir qui ressort, donc le violet, forcément, devait être de la partie. Et de ce point de vue-là, je trouve que, si on la compare à son équivalent la plus directe, on va dire, faute d'avoir pour l'heure encore une voïvode dans l'armée, hein, pour l'instant on est là, on va dire la championne d'arène, là, oui, ça va, je suis content, ça correspond, on retrouve après les mêmes éléments, les mêmes caractéristiques visuelles, et du coup, l'idée c'est juste d'avoir une armée de saloperies, à opposer à des armées plus héroïques, ou des armées plus de personnages joueurs, en tout cas, là c'est vraiment une armée de PNJ, ils sont une péripétie. Ils sont chiants, ils sont cruels, ils jouent avec leur proie, comme un chat, ils ont toujours l'art de tomber au mauvais moment. Juste une épine dans le pied, quoi, ni plus ni moins. Vraiment. Ils ont que des destins peu enviables comme mort à offrir à leurs adversaires, vraiment. Soit avec, en déployant un arsenal de guerre qui va infliger une forme de douleur très raffinée, soit carrément, en mourant de manière particulièrement honteuse, quoi. C'est-à-dire que, encore, celui qui se prend un tir de fusil ou canon éclateur ou que sais-je, ça doit être douloureux, certes. Je dis pas, espèce de chevrotine des enfers, là, avec les petites échardes tirées par ce genre de canon. Mais en plus, celui qui meurt comme ça,
au moins quand même la cloche des âmes perdues va sonner 13 fois pour lui sur Terra. Mais qu'en est-il du custodien? Qu'en est-il du Space Marine, du Chevalier Gris, ou de ce genre de noble paladin de l'Imperium là qui finit juste fauché par les lames d'une motomojette de celle-ci et de son gang là, princesse Tanga et ses alliés magiques là. C'est définitivement, enfin, tous les spécimens Eldar noirs là, mâles comme femelles, sont dotés de séries d'un cul d'enfer. Mais c'est juste une armée qui est bonne à haïr en fait, et qui peut être intéressante à opposer du coup à des forces plus, comment dirais-je, de personnages joueurs. Oui, vraiment une force héroïque en face. Je trouve que, je dis pas que tous les méchants se doivent d'être du coup simplistes, et on peut faire un lore élaboré, pourquoi pas, pour une armée fondamentalement alignement mauvais, mais c'est bien d'avoir dans sa boîte à outils aussi une armée comme ça, où on va pas surcomplexifier le lore de l'armée d'en face qui peut être déjà complexe, les enjeux qui la sous-tendent et qui peuvent être déjà riches et intrigants. Là, non, c'est juste des saloperies qui laissent potentiellement à une armée de Space Marines en face, typiquement, tout le champ libre pour déployer leur côté drama king, très grandiloquent, etc. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Un petit plaidoyer pour les armées d'ennemis simples. Orques, tyrannides, Eldar noirs. Sans fioritures, sans chichi. Juste des saletés, quoi. Exactement, sauce elfe noir futuriste. Que vous dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour du sujet, non? On est bon. Ouais, les Kabbalites, je les joue par 6. On n'a pas le droit dans la 10e édition, mais je le fais quand même. Qu'est-ce que Games Workshop va faire? On va dire m'arrêter pour usage de 6 Kabbalites? Je ne pense pas. C'est par 10 minimum aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je les joue par 6, me demanderez-vous? Est-ce que c'est pas spécialement plus optimisé? J'en sais rien. Si c'est plus optimisé, c'est vrai que je m'autorise un canon éclateur par groupe de 6, une arme lourde, alors que c'est par groupe de 10 normalement. Mais je m'en prive pas. Je m'en prive pas parce que j'aime les jouer par 6, tout simplement. Parce que ça me permet de les faire tenir sur le raider qui les embarque. Alors moi j'ai un problème. En tout cas ça déclenche un problème mental dormant chez moi quand je vois des transports découverts qui sont censés transporter des figurines qu'on ne voit pas physiquement sur le transport lorsqu'elles sont embarquées. Donc les orques qui montent à 10 dans un truck découvert, un camion orc, un pick-up orc finalement à l'arrière, mais il n'y a personne en fait dedans, mais on me dit que ça en contient 10, ou le raider avide dont on me dit qu'il y a 10 Kabbalites Eldar noirs à l'intérieur, ça me perturbe. Bon, c'est comme ça, chacun ses problèmes. Du coup, la solution, c'est pas la solution que j'ai trouvée, c'est comme ça que ça se jouait complètement, que c'était dans les visuels du codex et tout, dans le codex Eldar noir 3ème édition. On les met par 6 sur le petit raider, et puis vogue la galère, quoi. Hein, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que c'est la solution esthétique parfaite? Pas forcément, parce que idéalement j'aimerais qu'ils embarquent sans leur socle, ce serait encore plus beau, peut-être mieux encore, dans des poses dynamiques, en se tenant par exemple, attends, dégagez les mecs, en se tenant par exemple aux rampes là derrière eux, et suspendus à moitié comme des singes là, tout le long du raider, certains avec les pieds sur la proue, se tenant par une main ici, enfin le côté assez classe qui est apporté finalement par la sculpture des nouveaux raiders, nouveau de 2010 encore une fois, puisque c'est la solution que Games a trouvée, c'est sa réponse à cette question-là des figurines embarquées, étant donné qu'il y a des figurines en plus dans ces kits-là de Venom, de Raider, où on voit des Drukhari qui sont suspendus à la coque du Raider. Et c'est très joli, très esthétique. Mais alors à ce moment-là, ça me pose l'autre problème, puisque justement, comment peuvent-ils être à la fois dessus et en même temps dehors quand on fait débarquer l'unité? Pourquoi sont-ils encore dessus? Que se passe-t-il? Ils se sont dédoublés, en plus ils sont jamais aussi nombreux à être au-dessus que les figurines réellement contenues à l'intérieur. Enfin bon, on rentre dans un truc, vous voyez, on n'est pas sorti quoi. Donc,
au final, on est arrivé à la conclusion, sur Twitch d'ailleurs, c'est assez marrant qu'il n'y avait que 2 solutions. La solution un petit peu comme ça, de compromis, telle que j'ai faite. On pose les figurines dessus, ça reste assez naturel, ça reste esthétiquement quand même satisfaisant, et c'est un moindre mal, c'est pas de prise de tête. On pourrait s'emmerder à magnétiser ou les socles, parce qu'en fait les pieds des figurines, il faut pas trop y penser, hein. Les chevilles sont fines, mais fines, donc c'est pas trop la peine d'y compter. Tiger, magnétiser les pieds, c'est délicat. En plus, chacun devrait avoir son emplacement précis sur le raider. Enfin, la prise de tête, on n'en est pas sorti, quoi. Donc, soit ce compromis-là, un peu mollasson, mais je l'assume, soit la solution la plus élégante à ce sujet, la plus gentlemanesque, la plus classe, la plus glorieuse, avoir 2 fois la même unité, le raider avec les figurines embarquées, et tous dans des positions dynamiques. Il y en a qui se tiennent au bout de chaînes, il y en a un chevauchant à moitié cette lame-là, vraiment sur le fil du rasoir. Il y en a à l'avant, les 2 godasses sur la proue, suspendues par là. Enfin, ils font n'importe quoi dessus, vraiment la grande classe. Et on la remplace, cette figurine, intégralement par un raider complètement vide, quand les Cabalites en ont débarqué. Tous ceux qui sont suspendus dessus doivent avoir exactement les mêmes têtes, les mêmes armements, les mêmes accessoires que ceux qui en débarqueraient. C'est juste pour le grand style, on va dire. Mais peindre 2 fois les mêmes unités, le véhicule, les fantassins. Si c'est pas pour des questions d'argent, au moins pour des questions de temps, je peux pas me le permettre. Je peins pas assez rapidement pour me permettre ce genre d'excentricité. Donc je me suis calmé. Hein, on arrête le délire, avoir un raider avec les figurines embarquées et un avec les figurines débarquées, juste pour les substituer au moment opportun. Non, ça va trop loin. Faut savoir s'arrêter à un moment donné. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire, tant bien que mal, même si ça continue de me tenter un petit peu cette histoire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire de plus ? Ah oui, sinon, pourquoi souvenir d'améthyste ? Bon, de prime abord, améthyste, violet, ils sont violets. Voilà, ça s'arrête un peu là. Sinon, si on veut creuser un petit peu, j'ai d'étoffer ce petit flux qui consiste à dire qu'ils capturent des sujets pour leurs arènes et que ce sont des gens rétro eux-mêmes, on pourrait dire que le souvenir, déjà, ça peut renvoyer à 2 choses. Ça peut renvoyer au souvenir que eux se font de la période la plus glorieuse des Eldar Noirs à leurs yeux, lorsqu'ils avaient encore leur beau costume rétro. Et puis, ça peut être le souvenir aussi de lendemain de cuite des jeux de Drukhari, tout simplement, où, après que le sang est bien coulé pour le spectacle, il en reste ce souvenir mi-figue, mi-raisin, un petit peu entre le jour et la nuit, entre la grâce et la violence, un truc entre les deux. Moitié bleu, moitié rouge. Bleu, la couleur de la suspension, de la grâce, quoi. La couleur du souvenir onirique, la couleur du rêve, la couleur du moment suspendu, la couleur de la mélancolie, un petit peu comme ça, du souvenir éthéré, passé. Et puis le rouge, les 2 ensemble faisant le violet, vous noterez. Le rouge, la couleur de la violence, du sang, de la colère. La couleur des Indiens. Regardez vraiment, j'ai trop poncé en fait les Monsieur Manhattan et les films de Ben Upward. C'est mon geôlier maintenant, Ben Upward. Mentalement, je suis bloqué dans la dimension, dans la 2e dimension du plat pays en 2D. Bon, allez, je crois que ça suffit comme ça. Donc on a fait le tour du sujet. Ah oui, c'est qu'un embryon d'armée là. On a quoi ? Que dalle, rien, des clopinettes. À peine de quoi tenir concurrence à une combat de patrol, non. Donc, cette armée, je vais la continuer, c'est que le début, mais ça m'a déjà, on va dire, enseigné par la force des choses, pas mal de petits trucs intéressants ou anecdotiques, mais que je juge quand même dignes d'être partagés. Donc je vais la poursuivre avec quoi ? Avec 2 ravageurs, l'Espagnol m'a donné la liste pour la suite de la campagne, là. 2 ravageurs, un Tantalus, un genre de, pas un super lourd Eldar Noir, mais quand même bien lourd tout de même, un énorme transport, on va dire, une espèce de barge de commandement, d'observation,
Eldar Noir, un truc de chez Forge World, donc je vais m'en convertir un. Et puis une suite, du coup, pour aller dessus, une grande voivode et 4 incubes. Peut-être même le petit Drazar au milieu de tout ça. Et plus de Kabbalite. Il nous faut plus de Kabbalite. Et plus de motojet. Ouais. 12 minimum. Voilà. Tout ça, je me donne le défi de le réaliser au mois d'août. Est-ce que je vais y parvenir? On ne sait pas gagner. Mais, on n'a qu'à prendre les paris. Hein. Si j'y parviens, si j'arrive à peindre tout ça dans l'espace, enfin monter et peindre tout ça dans l'espace du mois d'août, en septembre, vous aurez un rapport de bataille première semaine. Si je n'y parviens pas, ben attendez plus longtemps. C'est tout ce que j'ai à parier, si vous voulez, sur le coup. C'est pas fou, mais enfin. Et puis, c'est tout. Hein. Si vous voulez passer dire bonjour hein, pendant que je suis en train de peindre ça, 18h-20h sur Twitch, tous les jours de la semaine, de lundi au vendredi. Et voilà. Bon allez, sur ce, bonne peinture, bon jeu. Ciao.